Merci Jean. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, alors, Jean l'a dit, je le confesse, je ne suis pas juriste, je suis professeur de gestion à l'Université de Toulouse et je vais, avec ma collègue, essayer de vous donner une vision globale, économique et gestionnaire de ces entreprises familiales. Alors, si on peut passer à la diapositive suivante, juste pour vous donner une petite idée, c'est un baromètre, c'est la 4e édition, c'est KPMG qui fait ça, et ça porte sur 1400 entreprises de 23 pays européens. Et parmi de multiples questions, ils ont posé la question, quelle est votre opinion sur la situation économique de votre entreprise familiale pour les 12 prochains mois? Et on s'aperçoit, puisqu'il y a une évolution dans le temps, puisque c'est le 4e, puisque ça commence en 2013, qu'il y a une évolution sur la notion de confiance en l'avenir pour ces entreprises familiales. Et dans ces 75%, il y en a 16% qui sont très confiantes. Donc il y a une évolution dans le temps, après les périodes un petit peu de crise, qui montre cette confiance. On note aussi un deuxième mouvement, il y a un plus grand engagement, puisqu'il y a moins de neutres qu'il pouvait y en avoir dans les années précédentes. Alors c'était pour donner une première vision de ces entreprises familiales. On va essayer de dire quelques mots sur ce que sont ces entreprises familiales, quelques propos un petit peu introductifs. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, on continue. Alors, les entreprises familiales, j'en ai un petit peu évoqué, il y a des vertus et des maux. Et dans l'imaginaire collectif, il y a un certain nombre de mots qui ont été retenus depuis longtemps. Vous avez tous en tête ce qu'on disait, ce fameux syndrome Buddenbrock d'une entreprise familiale qui est créée par la première génération, qui est développée par la deuxième génération et qui est dilapidée par la troisième génération. Alors, cela est contraire à ce qu'on constate. D'une manière générale, c'est un groupe dans lequel les performances sont supérieures, quasiment dans toutes les études, à celles d'entreprises non familiales. Alors, comme je disais, je reviens à cette mauvaise opinion. Curieusement, pendant très longtemps, y compris dans les travaux académiques, aussi bien nord-américains que français, il y a eu une désaffection pour ces entreprises familiales. Alors aujourd'hui, l'image change un petit peu, mais je vous parlais de ce rythme ternaire de l'entreprise qui est créé, qui est développé par la deuxième génération et qui disparaît à la troisième. Je vous cite une petite anecdote. Il y a quelques années, je faisais une conférence à l'université de Jakarta et au jeu des questions-réponses, la première chose que quelqu'un dans l'assistance m'a dit, mais vous êtes sûr? Parce que dans le pays, on a cette image d'une entreprise familiale qui est créée par la première génération, qui est développée par la deuxième et qui meurt à la troisième. Le problème était donc le même dans la perception des entreprises familiales indonésiennes. Là, vous avez quelques exemples tirés de la littérature gestionnaire sur ce qu'on a reproché à un certain nombre d'entreprises familiales, à savoir le manque d'ambition, un archaïsme, et on verra que ce n'est pas la réalité. Vous en avez d'autres qui sont moins aimables, corruption, altruisme, gouvernance énigmatique, ce sont des reproches qui sont récurrents. Et des vertus, ça va être un petit peu l'objet de cet exposé que d'en parler. Alors, pour prendre des termes imagés qui ont été je vous dirais, énoncés par qui,
la double tentation du dirigeant d'entreprise, elle balance entre Mathusalem et Marc Aurèle. Mathusalem, la tentation de Mathusalem, c'est le patriarche de la Bible qui a vécu pendant 900 et quelques années. Donc c'est la tentation de ce que nous on appelle, ce que nous gestionnaires appelons la tentation de l'enracinement, c'est-à-dire de rester au-delà de ce qui est nécessaire, et ça peut être le cas pour des raisons fiscales par le passé. Et la deuxième tentation, c'est celle de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui est celui qui a rompu avec une tradition de l'Empire romain, et plutôt que de choisir le meilleur successeur qui était adopté, a pris son fils, qui était en l'occurrence Commode, fou et cruel, nous disent les historiens. Alors, cette tentation de Marc Aurèle, c'est un mot du président Gattaz, puisque tu le citais tout à l'heure. Alors, on peut passer. Encore. Alors, il y a aussi le paradoxe d'Icare, mais on y reviendra, ce paradoxe d'Icare, hein, là aussi. On est très attaché à la mythologie, hein. C'est ces entreprises qui montent, et puis qui, à un moment donné, comme Icare, près du soleil, s'écroulent tout d'un coup. On en a quelques exemples. Alors, première question, qu'est-ce qu'une entreprise familiale et qu'est-ce que pèsent ces entreprises familiales? Là aussi, on a des analyses récentes qui estiment à peu près ça. Alors dans la première colonne, vous avez le poids des entreprises familiales en pourcentage d'entreprises, mais vous avez également ensuite, et vous voyez l'importance, la contribution au PNB et la contribution à l'emploi, avec, dans des zones comme l'Amérique latine, hein, une contribution à l'emploi qui va jusqu'à 70%, 70% aux États-Unis. Alors là, c'est des estimations, hein, puisque un peu comme chez nous, il n'y a pas une catégorie juridique qui permet d'identifier les entreprises familiales, donc ce sont des projections. Alors, deuxième point qui est important, c'est qu'on a des désaccords sur ce qu'est une entreprise familiale. Alors, désaccord sur la définition. Pendant longtemps, on a considéré qu'une entreprise familiale, c'était une entreprise dont l'actionnariat était familial. Et puis, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas comme définition. Il y a une étude très intéressante qui a été menée au début des années 2000, qui prend un ensemble d'entreprises et qui dit, voilà, on va utiliser un critère qui est celui de l'actionnariat familial, et on regarde combien il y a d'entreprises familiales. Et on est aux alentours de 75%. Et plus on rajoute des critères, plus le pourcentage d'entreprises familiales baisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut continuer, avec l'extension des travaux hors du schéma nord-américain, on a étendu les définitions à un certain nombre de critères qui sont autres et qui sont des critères l'actionnariat familial, mais aussi la participation à la direction, éventuellement l'existence d'une première ou d'une deuxième génération, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on s'accorde sur une définition sans qu'il y ait un accord total dans la communauté scientifique sur l'implication de la famille, le recouvrement entre la famille et les actionnaires, et une certaine volonté du dirigeant de bâtir une légitimité familiale. Alors comme on n'est pas d'accord sur ce qu'est exactement une entreprise familiale, on a mis au point une définition opérationnelle. On considère que est une entreprise familiale une entreprise dans laquelle la famille fait partie des associés les plus importants, sans qu'on puisse définir un pourcentage, puisque les questions de seuil de contrôle sont différentes suivant les pays, et qu'elle participe à la gestion ou à la surveillance de l'entreprise. Et ça nous permet de travailler là-dessus. Alors, on va voir assez rapidement
les visions qu'on a des performances des entreprises familiales, et puis on verra après comment on les explique, parce que c'est quand même curieux quand on travaille sur des, on va dire par exemple des entreprises qui sont cotées, hein, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont des sociétés cotées. On pourrait penser que le marché devrait égaliser les comportements, mais on constate des comportements différenciés. Donc il va falloir essayer de trouver quelques explications. Alors, on va commencer, on continue s'il vous plaît, par les performances des entreprises familiales dans un premier point. Et on verra que là-dedans, des travaux sont consacrés aux performances économiques et que d'autres travaux sont moins nombreux, sont consacrés à d'autres performances. Alors, si on commence par les performances économiques et financières. Alors, ce sont des études qui sont majoritaires et globalement, même si, suivant les définitions, on pourra avoir, les définitions retenues, on pourra avoir des variations, les études dominantes, le pourcentage dominant des études constate une supériorité, une surperformance des entreprises familiales par rapport à des entreprises non familiales. Alors, ça vaut pour les entreprises cotées d'ailleurs, comme pour des entreprises non cotées. Ça vaut pour des petites entreprises, comme pour des moyennes, comme pour des grandes. Alors, ça vaut pour des critères comptables, comme pour des critères boursiers. Alors, évidemment, il y a quelques différences, et on y reviendra en fonction des définitions retenues de l'entreprise familiale et de ce que l'on intègre dans les entreprises familiales. Alors, deux exemples, hein, pour ne pas vous assommer de chiffres, avec une étude récente qui est celle du Crédit Suisse en 2015, hein, c'est une étude toute récente. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont comparé... ils ont fait un panier de 900 entreprises familiales du monde entier qu'ils ont comparé avec un indice de référence qui est mondial, qui avait été fait à l'époque par Morgan Stanley et qui, globalement, essaie d'avoir un indice de performance des grands marchés des pays développés. Et là, ça concerne 35 pays quand même, hein. Donc c'est ça qui est intéressant parce que la majorité des études se consacrent à un pays. Et là, quand on regarde, donc là, en rouge, vous avez l'évolution de l'indice entreprise familiale et en bleu, vous avez l'évolution de l'indice non-entreprise familiale. Alors c'est intéressant parce que c'est de 2006 à 2015, donc on a un petit peu les années de crise, et on voit que bien sûr il y a un affaissement dans les années de crise, mais à tout moment, hein, ces entreprises familiales, en termes de rendement des actions, c'est le point de vue de l'investisseur, eh bien, elles sont surperformantes. Alors, ce qui est intéressant, et ça fait peut-être le lien avec ce que dira Pilar, c'est que après les années de crise, le redressement est beaucoup plus rapide, hein, pour les entreprises familiales. Même remarque, là je ne détaille pas trop non plus, hein, vous aurez tout ça en ligne. Quand on regarde la rentabilité, vous voyez que la rentabilité, toujours sur le même principe, est toujours une rentabilité qui est largement supérieure quand il s'agit d'entreprises familiales. Alors, toutes ces études, hein, on peut les trouver, elles sont en libre accès sur Internet. Alors, si on parle un petit peu des autres performances, alors là, les travaux sont peut-être un petit peu moins nombreux. Les travaux, quand même, montrent qu'au-delà des comportements économiques et financiers, il y a des comportements qui sont différents dans les entreprises familiales. Alors, plusieurs éléments parmi d'autres. Il y a la philosophie sociale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a des investissements financiers, on a des investissements humains à long terme, dans la durée, hein. Je pense que cette notion de durée reviendra souvent dans cette journée. Une philosophie qui parfois
parfois, pas toujours, et différentes en termes de responsabilité sociale. Et un collègue canadien qui, parmi les gestionnaires, est très très célèbre, a appelé ça la philosophie de la cigale versus la philosophie de la fourmi. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail de ces investissements financiers et humains à long terme, vous les aurez un certain nombre d'études qui montrent clairement des différences, et ça, j'ai essayé de prendre des études anciennes et d'autres... Encore ? Oui. Encore. Tout ça, c'est le résumé des deux. Voilà. Sur les investissements, j'accélère parce que j'ai été un peu long dans l'introduction. On voit qu'il y a une participation de la famille à long terme. On voit qu'il y a des investissements dans des équipements de production, qu'il y a des investissements dans la R&D. Alors là, les travaux plus récents contredisent un petit peu ça. Il y aurait peut-être une tendance aujourd'hui à moins intervenir sur la R&D. Et puis un engagement vis-à-vis des employés, pas de réduction d'effectifs. Au cours d'un ralentissement économique, on va essayer de conserver les employés. Alors, là, vous aurez des éléments, là aussi très différenciés en termes de politique ressources humaines. C'est assez intéressant de voir que on consacre plus en coûts de formation, on consacre plus en termes d'avantages sociaux. Alors à l'époque, c'était en milliers de francs. Et puis qu'il y a un éventail des rémunérations, ce qu'on appelle un éventail des rémunérations, qui est plus resserré dans les entreprises familiales que dans les entreprises non familiales, ce qui est un signe quand même d'une prise en compte de l'humain qui est peut-être plus importante. Alors, si un certain nombre de travaux aujourd'hui se consacrent à la responsabilité sociale de l'entreprise. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est un thème qui est extrêmement étudié à l'heure actuelle. Alors, logiquement, les caractéristiques des entreprises familiales devraient influencer leur politique de responsabilité sociale. Alors là, on a des études qui ne sont pas toutes convergentes. Certaines donnent un avantage aux entreprises familiales avec une plus grande prise en compte de la responsabilité sociale. Mais la question commence juste à être envisagée. Donc ça, c'était le premier point sur les performances économiques et financières et les autres performances. Si on essaie de voir à présent les analyses et les explications de ces performances. Encore, s'il vous plaît. Encore. On saute. Donc, il y a un certain nombre d'analyses théoriques qui permettent d'expliquer ces performances. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces théories qui ne sont que des théories de gestionnaires et d'économistes. La première, c'est assez intéressant, c'est la théorie de l'agence, qui est une théorie issue de l'analyse économique. Donc on raisonne sur des questions, des paramètres économiques, mais on a un certain nombre... On peut passer, on ne va pas rentrer trop dans le détail. En revanche, il y a un certain nombre d'analyses qui ne sont pas uniquement économiques, qui prennent en compte le fait que les entreprises familiales ne poursuivent pas que des buts économiques. On a une théorie que l'on appelle la théorie de l'intendance, la stewardship theory, qui part largement d'analyse des psychologues. Et puis, on a enfin une dernière théorie pour prendre les principales, qui est la théorie basée sur les ressources, avec l'idée que cette implication de la famille et de l'entreprise crée un avantage compétitif pour l'entreprise qui pourrait largement expliquer cette différence de comportement. Alors, si
On continue. Le deuxième corpus d'analyse montre des performances qui sont différenciées. C'est-à-dire que les travaux aujourd'hui prennent en compte le fait que, oui, les entreprises familiales surperforment par rapport aux entreprises non familiales, mais pas toutes de la même façon, et pas toujours. C'est-à-dire que les performances vont être influencées par différents éléments, la gouvernance, l'inscription dans la durée, et là, l'âge de l'entreprise va être extrêmement important. Ça avance plus. Ça avance plus ? C'est fini ? Ça s'est bloqué à partir de là. Encore ? Essayez de continuer comme ça, peut-être. D'accord. Alors, si je vous donne quelques mots sur la gouvernance, on a pris dans les travaux un certain nombre, on a eu des petits problèmes de fichiers, on a eu un certain nombre de travaux qui prennent en compte, bon, bien sûr, la taille et la composition du conseil d'administration, la présence ou non du fondateur, l'inscription des dirigeants et des administrateurs, dans le cas français, dans la durée, puis le développement d'un certain nombre de compétences distinctives. Et enfin, quelque chose qui est peut-être la grosse tendance de ces dernières années, la prise en compte d'objectifs non économiques, c'est-à-dire de choix qui sont faits dans la durée, qui ne sont pas uniquement dictés par des objectifs économiques, et en général des objectifs de court terme. Ce sont des objectifs de long terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas économiques au nom d'une inscription dans la durée. Alors, cette inscription, j'ai quasiment dépassé mon temps, donc je vais terminer par quelques traits caractéristiques de ces entreprises familiales. Pour synthétiser très rapidement ces travaux, c'est une réactivité et une souplesse dans la prise de décision, c'est une vision à long terme, c'est un partage de valeurs familiales et éthiques, même si on a tous en tête quelques mauvais exemples. Et c'est quelque chose qui transparaît de plus en plus l'aptitude à générer du sang neuf, c'est-à-dire la génération suivante et l'intégration d'extérieur. Alors je vais juste terminer par une petite histoire que j'aime raconter. Je travaille beaucoup sur le Japon. Il y a une entreprise au Japon dont le dirigeant a aujourd'hui un problème. Son entreprise marche très bien. Les gestionnaires vous diraient tous les clignotants sont au vert. Il a un problème parce qu'il doit trouver son successeur. Et son successeur, il doit éviter de se tromper parce que son successeur, ça va être la 47e génération de la famille, parce que cette entreprise, qui s'appelle l'entreprise Ushi, a été créée il y a 13 siècles, en 1718. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Bruno Hammam pour cet exposé. J'ajouterai seulement un mot du président Gattaz en ce qui concerne les entreprises familiales. Il dit que dans les entreprises familiales, en fin de compte, les fonds propres de l'entreprise sont nos propres fonds. Ce qui veut dire qu'on les gère un petit peu différemment que dans les fonds d'investissement. Voilà. Donc je vais maintenant passer la parole à Madame Pilar Marquez, qui est professeure à l'université de Gérone et qui est présidente de la chaire de l'entreprise familiale à Gérone. Madame Marquez, c'est à vous. Merci. Merci. Chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Veuillez tout d'abord m'excuser mon niveau de français. Je lirai mon intervention qui, je l'espère, sera compréhensible avec l'aide de la présentation. En second lieu, je souhaiterais remercier l'organisation du colloque, l'université et la Chambre de Perpignan de m'avoir invité à prendre part à cette journée, ainsi que la Chambre de commerce de Gérone de m'avoir proposé d'y participer.
Je tiens également à faire une brève présentation de la chaire. Dans le système universitaire espagnol, les chaires sont des unités de l'université qui s'ouvrent sur la société à travers un thème ou une réalité concrète. Dans le cas de la chaire de la Chambre de l'entreprise familiale, cette réalité est celle de l'entreprise familiale. L'objectif de la chaire est la recherche, l'analyse, la formation et la diffusion sur la réalité, la problématique et les perspectives de l'entreprise familiale, depuis des points de vue jugés pertinents. Concernant le fonctionnement et le financement de la chaire, un accord de partenariat a été signé entre la Chambre de commerce de Gérone, l'Institut espagnol de l'entreprise familiale, l'Association catalane de l'entreprise familiale et l'Université de Gérone. L'Institut espagnol de l'entreprise familiale est une organisation professionnelle composée de grandes entreprises familiales espagnoles à caractère familial. L'Association catalane de l'entreprise familiale est également une organisation qui regroupe différentes entreprises familiales en Catalogne. Les deux organisations ouvrent en faveur des entreprises familiales. Nous allons à présent aborder le sujet que nous importe aujourd'hui. Il y a 2 ans, dans le cadre des activités de la chaire, nous avons débuté une étude sur la survie des entreprises en Catalogne. Cela fait partie du type de tâches que nous réalisons. L'intitulé de ma présentation est « Survie et entreprise familiale ». Quelle est la motivation de l'étude? La réponse est évidente pour nous tous. Les charges des entreprises affectent les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui les ont créées, mais a également un impact au niveau social. La crise qui a éclaté en Espagne en 2008 a entraîné la fermeture d'un grand nombre d'entreprises et par là même la destruction d'emplois qui tarderont des années à réapparaître. Mieux comprendre les raisons de la survie ou de la mortalité des entreprises peut nous fournir des informations utiles pour la gestion d'entreprises, informations qui seront tout aussi précieuses pour les institutions publiques ou privées qui définissent les politiques et les lois affectant les entreprises. Depuis la chaire, nous étions convaincus que le caractère familial des entreprises pouvait être un atout au moment de se démarquer dans la manière de rivaliser et de survivre à la crise. La présentation du professeur Aman a présenté les raisons de cette différence. C'est pourquoi nous avons entrepris cette étude. Concernant les entreprises familiales, il y a 2 manières d'apprendre la survie. La première est la survie en tant qu'entreprise familiale, portée par des générations successives. Il existe un autre point de vue similaire, mais pas tout à fait identique, qui est celui de la survie des entreprises familiales qui sont susceptibles de perdre le caractère familial au fil du temps. Notre étude rentre dans le cadre de la viabilité de l'entreprise en tant qu'organisation, qui est également un champ d'études exploré. Les questions de la recherche que je vous présente sont les suivantes. Qu'en est-il de la survie des entreprises familiales catalanes dans le cadre de cette crise? Les entreprises familiales ont-elles mieux ou moins bien survécu que les non familiales? Si des différences existent, quelle est leur origine? Si nous reprenons le cadre théorique du secteur de l'entreprise familiale, qui est cohérent avec toutes les explications du professeur Aman, je crois, nous voyons que les entreprises familiales tendent à avoir des objectifs spécifiques, différents et supplémentaires par rapport aux entreprises non familiales. Ces objectifs leur font adopter un comportement idiosyncratique, qui leur fournit des ressources et des capacités idiosyncratiques également. Elles présentent ainsi des caractéristiques susceptibles de les aider à survivre, mais aussi des caractéristiques ou défis qui ne les aideront pas à survivre. Si nous entrons un peu plus dans les détails, nous voyons que les principaux objectifs spécifiques sont la préservation de la valeur socio-émotionnelle de l'entreprise. Ceci englobe la valeur de l'autonomie, le pouvoir et le contrôle sur l'entreprise, l'identification avec l'entreprise, les liens familiaux et émotionnels, ainsi que l'envie d'assurer la pérennité de l'entreprise. Parmi les objectifs importants, on trouve aussi la possibilité d'employer des membres de la famille, l'orientation à long terme et l'intention de transmettre l'entreprise à la génération suivante.
Le comportement différentiel des entreprises familiales découle sur un effet dit stewardship en anglais, en tendance en français, et qui a lieu lorsque les dirigeants poursuivent fidèlement les objectifs des actionnaires et de l'entreprise. Les objectifs spécifiques entraînent une manière différente de gouverner l'entreprise, un entrepreneuriat et une internationalisation susceptibles d'être différentes aussi. Cette différence d'objectifs et de comportements fait que la famille apporte des ressources également différentielles à travers de son interaction intense, continue et engagée envers l'entreprise. Ce concept s'appelle familyness. L'entreprise familiale s'appuie en effet sur un capital social ou un réseau important pour établir des liens à l'intérieur de sa structure comme à l'extérieur. L'entreprise familiale dispose par ailleurs d'un capital dit de survie, qui englobe un ensemble de ressources comme le travail, le capital et les relations que la famille souhaite mettre à profit pour le bon fonctionnement de l'entreprise et qui lui procure des forces supplémentaires pour survivre. Ces ressources et capacités peuvent contribuer à la survie de l'entreprise si elles permettent une plus grande efficacité, des coûts d'argent moins élevés, étant donné que les propriétaires et la direction sont plus proches et plus contrôlables, et une plus grande résilience du fait de combiner plusieurs des caractéristiques déjà mentionnées. Concernant l'aspect négatif, les spécificités des entreprises familiales peuvent aussi les amener à mettre en danger leur survie, en raison des problèmes de succession, des conflits et des effets négatifs de l'altruisme, l'aversion pour le risque ou du capital social. Pour apporter une réponse aux questions que nous nous sommes posées, nous disposons d'un échantillon aléatoire de 629 entreprises en Catalogne, assez grand pour représenter la population d'entreprises, pour lesquelles nous disposons des informations financières de 2006 à 2014 et des données générales comme l'âge, le secteur et le nombre d'employés. La définition de la survie est d'être active en 2014. Ça veut dire qu'elles ne se trouvent pas en un état menant à la dissolution ou indiquant clairement que l'entreprise n'est pas active. La définition de l'entreprise familiale est celle adoptée par l'Union européenne, à savoir la détention de la majorité des actions avec droit de vote et la participation d'un membre de la famille dans les gouvernants ou la direction de l'entreprise. Les méthodes utilisées sont la statistique descriptive et exploratoire via l'analyse de la variance ANOVA. Cette diapositive décrit les variables de l'échantillon. On a une image de la réalité des entreprises en Catalogne. Ils sont indiqués la moyenne et l'écart type des différentes variables de volume. On peut dire que les entreprises sont relativement petites, avec près de 52 employés en moyenne, et que les familiales possèdent 25 employés, tandis que les non familiales ont une moyenne de 118 travailleurs. D'après tous les indicateurs, l'entreprise non familiale est au moins 4 fois plus grande. La figure numéro 1, la prochaine, représente la distribution d'entreprises par taille. On observe la forte présence d'entreprises de moins de 50 salariés, dont la plupart sont entreprises familiales, représentées en gris, en couleur gris. La figure numéro 2 représente la composition par secteur. Nous observons que les entreprises familiales sont représentées dans le secteur de l'industrie manufacturière et de la construction, mais moins présentées dans les tertiaires par rapport aux non familiales. La figure numéro 3 indique l'âge des entreprises de l'échantillon. On peut voir que les entreprises familiales sont plus représentées que les non familiales dans la tranche comprise entre 20 ans et 40 ans. On voit également que les entreprises non familiales sont plus nombreuses dans la tranche plus jeune, mais aussi dans la tranche plus vieille. L'état survivant ou non survivant des entreprises est obtenu à travers de la base de données espagnole SABI. En ce qui concerne la mortalité, on définit par entreprise non active toutes celles qui répondent aux critères présentés. Dans le cas de la clôture du registre et de l'incidence, il a été vérifié que les entreprises étaient en effet non actives. En total, il y a 141 entreprises des 629 que nous avions au départ. 141 ne sont plus actives en 2014, ce qui représente une mortalité de 22%.
La survie et la mortalité par entreprise familiale et non familiale représentées dans cette diapositive. On a aussi le pourcentage d'entreprises familiales dans l'échantillon, qui est en 70% dans cette application, parce que la définition d'entreprise familiale, c'est restrictif. On observe que l'entreprise familiale a une mortalité de 18-19%, tandis que la non familiale est à 10 points de plus, à 29%, presque 30%. Cette différence est significative d'un point de vue statistique. Ces figures nous fournissent davantage de détails sur la mortalité. La figure 4 présente la mortalité par volume de travailleurs. On observe que chez les entreprises de petite taille, il existe une différence très importante entre la faible mortalité des entreprises familiales et la mortalité élevée des entreprises non familiales. En gris, on peut observer les familiales et en orange, les non familiales. Il y a beaucoup de différences. La figure 5 indique que la mortalité dans l'industrie manufacturière est également très différente entre les familiales et les non familiales. Il en est de même pour le secteur tertiaire. La différence est très faible dans le secteur de la construction. En revanche, dans le secteur primaire, la différence est extrêmement forte, mais le si faible nombre d'entreprises n'est pas très représentatif. La figure 6 indique les résultats par province. L'intérieur. Pardon. Le chiffre le plus significatif est la forte mortalité des entreprises non familiales à Barcelone. Merci. La figure 7 représente la mortalité par âge des entreprises. On peut observer que la mortalité est élevée chez les entreprises très jeunes et que cette mortalité est moindre chez les entreprises ayant jusqu'à 30 ans d'expérience. Ensuite, la mortalité remonte chez les entreprises plus matures, non familiales, tandis qu'elle baisse chez les entreprises familiales de 31 à 40 ans et augmente très peu jusqu'à 50 ans pour les familiales. Ce résultat indique non seulement que les entreprises familiales résistent plus, mais que plus elles sont vieilles, plus elles ont de chances de survivre. La figure 8 représente la mortalité par année. On peut observer que la mortalité des entreprises familiales arrive plus tard que chez les entreprises non familiales, ce qui indique une meilleure résistance des entreprises familiales aux difficultés de la crise. La prochaine. En ce qui concerne le cause de la mortalité, nous avons étudié les différences entre les variables financières des entreprises survivantes et non survivantes, au moyen de l'analyse de la variance. Les résultats montrent que les variables qui sont significatives chez les entreprises familiales ne le sont pas chez les entreprises non familiales, du fait que les entreprises familiales survivent avec des stratégies différentes que celles de non familiales. Les familiales qui survivent sont plus vieilles, elles ont un plus grand capital et ont moins de dettes à court terme. Elles sont également plus saines concernant la liquidité, solvabilité et efficacité en termes d'indicateurs par travailleur. Chez les entreprises non familiales, celles qui survivent sont les plus grandes, que ce soit en termes d'actifs, de bénéfices, mais aussi de travailleurs. Le résultat financier est également meilleur chez les entreprises survivantes que chez celles qui disparaissent. En résumé, les analyses que nous avons présentées indiquent que les entreprises familiales survivent plus. Cela démontre que les facteurs positifs des entreprises familiales prédominent sur les facteurs négatifs que nous avons mentionnés dans le cadre théorique. Nous voyons par ailleurs que les entreprises familiales résistent plus et tardent plus longtemps à disparaître. Concernant les facteurs qui déterminent la survie des entreprises, ils sont différents chez les unes, les familiales, et chez les autres. Ces résultats démontrent également cette spécificité chez les entreprises familiales. Merci de votre attention. Je reste à votre disposition. Voilà donc pour...